L'émission Enjeux de société est une production de TCRP, la télévision du Rocher-Percé. Il y a de ça 10 ans, il n'y avait pas autant de maraîchage. Et c'est le niveau 3 où on juge que quelqu'un est en mesure de bien évoluer dans le milieu, dans la société qui est la nôtre. Mais si on faisait un bilan des 15 dernières années de l'argent que Facebook et Google ont amassé sur le dos, entre guillemets, des publications. Ça recule d'il y a 20 ans à peu près. C'était un village là, par année qui fermait en Gaspésie. Donc. On le sait, le Canada a pour objectif d'être carboneutre à l'horizon 2050. Donc nous, on va monter des projets avec les pêcheurs. De faire un compost maison de qualité, c'est très possible. Quand les finances personnelles sont bien gérées, que le magasinage en soi paraît au budget et est bien déterminé, c'est un outil qui peut être très, très utile. L'école à la maison est une méthode d'éducation alternative qui consiste à enseigner les matières à ses enfants à la maison plutôt qu'à l'école. Cette approche offre de nombreux avantages, notamment la personnalisation de l'enseignement, un environnement d'apprentissage plus calme et sûr, et des liens familiaux renforcés. L'école à la maison est également une option éducative viable et réussie, offrant une alternative à l'éducation traditionnelle pour ceux qui préfèrent une approche plus adaptée à leurs croyances. Bien que cette méthode ne soit pas pour tout le monde, elle offre une option éducative précieuse qui mérite d'être considérée. On en parle avec Émilie Salès-Gauthier, vice-présidente de l'Association québécoise d'éducation à domicile. Alors, je m'appelle Émilie Salès-Gauthier et je suis vice-présidente de l'AQED, l'Association québécoise pour l'éducation à domicile. Alors peut-être pour mettre la table, est-ce que tu voudrais bien nous donner la mission de l'AQED? C'est quoi qu'elle fait dans le fond? Donc, l'AQED, dans le fond, c'est une organisation qui rassemble des parents qui ont choisi de prendre l'entière responsabilité de l'éducation de leurs enfants. Notre mission, c'est de les soutenir et aussi, c'est d'informer sur l'éducation à domicile en général, là, auprès du grand public puis auprès de toutes les instances qui s'occupent d'éducation sur la scène provinciale. Est-ce que ce serait possible de nous traduire un peu en chiffres ou en pourcentage les familles qui font le choix d'éduquer les enfants à domicile déjà au Québec? Alors, l'AQED représente environ 2000 familles qui font l'éducation à domicile. Au Québec, on a on avait à peu près 10 000 enfants qui faisaient l'éducation à domicile l'année dernière. Je pense que ça a baissé un petit peu cette année. On doit être autour de 9 000 enfants qui font l'éducation à domicile au Québec. Quand même. On entend souvent parler de termes parce que dans le milieu un peu de l'éducation à domicile, c'est des termes, certains sont anglophones comme homeschooling ou unschooling aussi, que le pas d'école. Est-ce que ça regroupe un peu la même chose? Vous supportez un peu ce différents types d'éducation à domicile? Il y a autant de façons de faire l'éducation à domicile qu'il y a de familles qui le font. Ce que je fais dans ma maison, ça sera pas pareil que ce que fait mon voisin dans sa maison. Parce que dans le fond, l'éducation à domicile, l'objectif, c'est de coller le plus possible aux besoins de notre enfant. Et on n'a pas tous les mêmes besoins, on n'apprend pas de la même façon. Alors, ça va être adapté, dans le fond, à ce que notre enfant veut, ce dont il a besoin, puis aussi ce que notre famille veut, parce que chaque parent éducateur, je pense aussi, doit se respecter dans sa façon que lui, il aime faire les choses. Et donc, moi, ce que je fais, ça va peut-être pas correspondre à ce qu'aime faire quelqu'un d'autre. Alors, l'AQED rassemble, dans le fond, toute une panoplie de différentes familles qui font l'éducation à domicile de différentes façons. Qu'est-ce que ça veut dire, ces termes-là, hein? Homeschooling, unschooling, l'école à la maison, l'éducation à domicile, l'instruction en famille. Oui, il y a beaucoup de termes. C'est pas nécessairement des visions qui sont différentes ou qui se confrontent. C'est juste qu'on va employer un langage qui est différent, puis un langage en anglais, puis un langage en français. Puis les gens vont des fois mettre des réalités différentes derrière, mais parfois ce qu'on va faire va être exactement la même chose. Hein. Vous avez parlé d'apprentissage libre, de unschooling. Donc, des fois, ça fait peur quand on parle de unschooling, mais là, ça veut juste dire pas d'école. Donc, il se passe rien, ces parents-là font rien, ces enfants-là font rien de leur journée. Pas du tout. Hein. Je pense que le terme qu'il y a en dessous d'apprentissage libre ou unschooling, c'est beaucoup, beaucoup plus demandant pour le parent. Parce que l'idée, dans le fond, c'est de partir des besoins de l'enfant.
partir de ce dont l'enfant a besoin, ce qui l'intéresse, ses intérêts. Fait que ça peut être différent d'une journée à l'autre. Donc là, le matin, on se lève, puis là, notre enfant, typiquement, là, je vais prendre un exemple, là, ton enfant, il a pris un bout de papier, puis là, il est en train d'écrire quelque chose à l'oreille. Là, je parle d'un enfant très jeune, là, disons 6 ans, 5-6 ans. Et là, il écrit des mots à l'oreille, puis là, toi, tu pourrais avoir ton plan. Si t'es pas homeschooler, ton plan de ta journée, ça va se passer comme ça. Mais là, lui, là, il est en train de vivre quelque chose, là. Il est en train de rédiger au son des choses. Il faut que tu plonges là-dedans. C'est ça que ça veut dire, dans le fond. Le unschooling, des apprentissages libres, il est en train, lui, d'être motivé par un apprentissage. Fait que toi, t'es là en soutien derrière. C'est ça, dans le fond, c'est de suivre les intérêts de notre enfant qui vont nous mener quelque part. Est-ce que tous les parents sont à l'aise avec ça? Non. Non, parce qu'il faut que le parent se déscolarise aussi. On n'est pas habitué, dans le fond, d'aller vers l'intérêt, la curiosité, mais l'intérêt d'apprendre, là, il est inné. Il existe chez les enfants, il est là, puis c'est difficile à l'éteindre. Des fois, malheureusement, on réussit à éteindre cet intérêt-là, mais à la base, là, il est inné. C'est facile de suivre nos enfants puis de suivre leurs apprentissages. Ce qui est difficile pour le parent après coup, c'est de comprendre l'apprentissage qu'il a eu. Dit, OK, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Là, on a fait ça, tout ce que je viens de décrire tout à l'heure. OK, fait que dans le fond, on est parti du français. Après ça, on a lu des livres et qu'on a fait de la lecture. Hein? Ça, c'est une des compétences du programme du ministère de l'Éducation, c'est d'apprendre à lire, par exemple, de lire des textes variés. On a lu un texte documentaire, on a lu une histoire. OK, on a touché à toutes ces compétences-là. Hey, après, on a fait une expérience scientifique. De décortiquer puis de comprendre, d'arriver à comprendre, OK, ça, c'est toutes les compétences sur lesquelles on a travaillé aujourd'hui, tout ce qu'on a fait. D'accord. Et pourquoi, d'ailleurs, les familles feraient ce choix? En fait, j'ai la question un peu dans les deux sens. On dirait que moi, je suis quand même vendu à ça parce que je l'ai fait avec ma fille pendant 11 ans. Mais on constate des fois autour de nous, quand on en parle, qu'il peut y avoir une certaine peur ou une réticence ou des craintes quand on entend qu'on garde notre enfant chez nous puis qu'on l'éduque nous-mêmes. Alors pourquoi est-ce que des familles feraient ce choix d'entrer dans le système éducatif, de ne pas mettre leurs enfants dans le système éducatif général et de les garder à la maison à leur rythme? Il y a beaucoup, beaucoup de raisons pour lesquelles une famille ferait ce choix-là, puis elles sont quand même assez diverses. Je dirais qu'il y a vraiment une bonne part des familles qui vont faire ce choix-là comme un choix de vie. Hein, c'est vraiment comme on a envie de vivre une expérience familiale, de faire ce choix-là pour avoir nos enfants peut-être près de nous, de vivre quelque chose avec eux. On trouve que la petite enfance n'a pas duré assez longtemps, puis on a envie de les voir grandir, s'épanouir, dans le fond, les éduquer plus longtemps. Donc, je pense que là, ça, c'est une partie, dans une bonne partie des gens qui font ce choix-là d'éducation à domicile. Mais il y en a toute une autre partie pour qui c'était pas leur rêve, là. Ils n'ont jamais pensé à ça, l'éducation à domicile. Tu leur aurais demandé là, à une certaine époque, est-ce que toi tu vas faire l'école à la maison? Je t'aurais dit jamais. Il n'y a aucune chance que je fasse ça. C'était pas du tout dans leur objectif. Et ils se sont retrouvés comme pris avec ça, dans le sens où c'est des familles souvent avec un enfant qui va avoir vécu une difficulté à l'école. Qu'elle soit académique ou une difficulté d'intimidation, par exemple, ou vraiment des difficultés internes à l'enfant qui va être sur n'importe quel spectrum, par exemple. Donc là, les parents vont se rendre compte soit qu'il n'y a pas le soutien à l'école où c'est difficile. Hein, les moyens sont limités à l'école, il y a beaucoup d'enfants, donc est-ce qu'à un moment donné, ils disent, est-ce que pour soutenir mieux mon enfant, si je l'ai à la maison, je vais avoir du soutien 1 à 1, ou peut-être si tu as 2 enfants, 1 pour 2, je veux dire, jamais on va avoir l'équivalent à l'école. Donc, c'est vraiment un choix de se dire, pour mieux soutenir mon enfant, je vais le prendre à la maison. Hein. Donc, il y a toute cette autre, je pense, famille-là. Après ça, il y a d'autres sortes de choix. Hein. Il y a des familles qui vont faire l'éducation à domicile parce qu'ils ont un voyage. Ils veulent partir en voyage pendant 1 an, pendant 2 ans, ils veulent faire le tour du monde. Donc, on a aussi beaucoup de ces familles-là. Qui vont faire l'éducation à domicile pendant une période plus courte. Et puis, en fait, parfois, ils vont découvrir un mode de vie, puis ils vont continuer par la suite. Donc, c'est ça. Il y a quand même plusieurs motivations qui existent. Là, j'ai pu constater dans mon expérience aussi, puis en parlant avec des personnes, que
selon là où on est sur la planète, ça se passe pas de la même façon, que ce soit au Québec. Moi, je l'ai expérimenté aussi en Colombie-Britannique. On sentait du support là-bas, on pouvait avoir du financement de la part du gouvernement, ou à l'inverse, ma belle-sœur en France, c'est carrément des bâtons dans les roues, ou des lois qui empêchent de vivre ça. Qu'est-ce qui fait que le gouvernement pourrait être réticent, puis comment ça se passe au Québec concrètement avec le gouvernement provincial? Oui, puis là, vous avez donné des bons exemples avec la Colombie-Britannique. Il y a aussi l'Ontario, qui est juste à côté de nous, hein, la frontière, et puis où ça se passe très bien. En fait, on fait complètement confiance aux parents, et puis le parent peut faire l'éducation à domicile sans avoir aucun compte à rendre à aucune institution. Donc, effectivement, on regarde en Allemagne où c'est complètement interdit. Donc, vraiment, il y a de tout au niveau mondial. Comment ça se passe ici au Québec et peut-être avant ça, pourquoi les États ont décidé de réguler à certains endroits plus puis à certains endroits moins? Je pense que là, c'est vraiment, on retombe sur quel genre de système il y a en place. Est-ce que c'est un système plutôt de common law ou de droit civil? Et la common law, je pense que il y a un petit peu plus de liberté de ce côté-là. À partir du moment où il y a un cas, il se passe quelque chose, il va y avoir une jurisprudence. Mais tant qu'il n'y a rien, tant que tout va bien, eh bien, on continue comme... tout va bien. Alors, dans le fond, au Québec, il y a eu un épisode, il y a eu un cas, c'est quand même un système de mixte entre le droit civil puis la common law au Québec. Et puis, il y a eu un procès, le procès Lorwen, il y a quelques années, là, entre 10 et 5 ans, je me souviens plus exactement. Et puis, on a retrouvé donc coupable le gouvernement du Québec d'avoir failli à sa tâche d'éduquer deux personnes, deux jeunes qui étaient dans la communauté juive hassidique et qui faisaient, donc les parents faisaient l'école à la maison, plutôt l'école biblique, hein, l'école juive, la Torah qui y était enseignée. Et donc, bref, ils ont poursuivi le gouvernement, ces deux jeunes-là, et ils ont gagné. Et de là a découlé, dans le fond, une espèce de prise de conscience, puis une volonté d'encadrer vraiment beaucoup cette pratique. En fait, ce qu'on voulait, c'était pas d'encadrer l'éducation à domicile. Ce qu'on voulait à cette époque-là, c'était d'interdire les écoles illégales, qu'on appelle les écoles donc confessionnelles. Et c'était ça l'objectif. Et donc là, la seule porte d'entrée, ça a été l'éducation à domicile. Au niveau des institutions, on est parti avec cette logique-là de dire, OK, il faut encadrer l'éducation à domicile parce qu'on veut pas échapper aucun enfant. Puis ça, c'est clair, hein? On veut pas qu'il y ait des enfants qui soient maltraités. Mais il y a des enfants qui sont maltraités, malheureusement, tu sais, peut-être qu'il y en a qui font l'éducation à domicile, mais il y en a plein qui vont à l'école publique. Habituellement, si tu veux pas trop t'occuper de ton enfant, tu le mets à l'école publique aussi, hein, donc, je suis pas certaine qu'ils soient surreprésentés parmi les gens qui font l'éducation à domicile, mais tu sais, c'est un stéréotype, c'est un stéréotype qui existe et puis qu'il a fallu démonter beaucoup. Est-ce qu'on peut dire que le gouvernement du Québec supporte et puis vous vous sentez supporté par le gouvernement? Le portrait au Québec a changé en 2017-2018. On a décidé de modifier la loi sur l'instruction publique. Et puis, on a ajouté donc vraiment une obligation pour les familles qui faisaient l'éducation à domicile de s'inscrire auprès du ministère. Ça, c'était tout nouveau. Avant, j'avoue qu'il y avait un certain flou juridique, puis les familles n'avaient pas besoin de s'inscrire nulle part. Donc là, ça a changé et je dirais que pendant les discussions du changement de loi, là, on voyait vraiment beaucoup là, les stéréotypes. Là, le gouvernement, tout ce qu'il voulait, c'était contrôler, réguler, imposer. On n'était vraiment pas dans une logique d'écoute des gens qui font l'éducation à domicile, puis on comprenait pas ce que c'était du tout. Et puis, heureusement, il y a eu une commission parlementaire où les gens ont eu le temps de venir discuter. Il y a eu des mémoires qui ont été déposées. Les experts en éducation, puis on a 2 chercheurs ici quand même au Québec qui font de la recherche sur l'éducation à domicile, qui ont pu venir discuter, expliquer. Et on a vraiment vu là, un changement, puis une ouverture, une meilleure compréhension des acteurs qui étaient sur ce dossier-là. Puis je pense que ça, c'était très bien. Puis je pense qu'on était dans une volonté plus de, OK, tu sais, on a un rôle en tant qu'État, puis on va venir soutenir ces familles-là qui font l'éducation à domicile parce qu'elles ont peut-être des besoins. Puis dans le fond, le fait qu'elles se retrouvent un peu nulle part, qu'il n'y avait pas besoin de déclaration, puis il n'y avait pas de soutien, bien, elles sont laissées à elles-mêmes.
nous, on peut pas savoir ce qui se passe avec ces enfants-là en tant qu'institution, mais en plus, les familles, si elles ont besoin de soutien, elles peuvent pas se retourner. Ils n'ont pas personne à qui aller voir, il n'y a pas de porte auquel elles peuvent aller cogner. Alors, on a créé en 2018 la direction d'école à la maison, qui est maintenant une nouvelle direction du ministère de l'Éducation. Et son rôle, c'est vraiment de suivre les familles éducatrices. Puis je pense que la première année, on était vraiment dans une logique plus de soutien. On est là pour vous, on est là pour vous soutenir, on est là pour vous aider. Donc la quête, nous, on a vraiment beaucoup collaboré à démystifier ce qu'était la direction d'école maison, puis à dire à nos membres, tu sais, allez-y, nous tendre la main, on s'inscrit, c'est une obligation, il faut le faire, puis tu sais, de vraiment de tendre les ponts, de tendre la main. Puis je dirais que ça s'est vraiment bien passé la première année là, avec les gens du gouvernement. Bon, tout le monde était sympathique. Souvent, ils connaissaient pas du tout de quoi ils parlaient. Ils savaient pas ce qu'était l'éducation à domicile. Mais il y avait un apprentissage qui était à faire. C'est normal, un apprentissage de chaque côté. Et je dirais que malheureusement, depuis le changement de gouvernement, le ministre, lui, il était présent à la commission parlementaire, mais lui, il n'a pas du tout changé sa vision. L'ancien ministre, M. Roberge, il n'a pas du tout évolué dans sa vision. Puis pour lui, je pense que l'éducation à domicile ne faisait aucun sens. Et quand il est arrivé au pouvoir, en fait, il a modifié. Ça faisait même pas un an que le règlement était en place. Lui, il a modifié le règlement. Et en fait, il l'a durci, il a maintenant imposé le programme, des choses qu'on ne pouvait pas faire. En tout cas, ils avaient compris à l'époque que les parents avaient besoin d'un peu de liberté pour pouvoir vraiment répondre aux besoins de leurs enfants spécifiquement. Et ça a été complètement mis de côté par le ministre Roberge. Donc aujourd'hui, en fait, pour être honnête, c'est très, très difficile avec les agents de la direction d'école à la maison. Les familles sentent plus du tout une main tendue puis du soutien. On est dans de la surveillance. On est dans... Parfois, je veux dire, l'AQED, en fait, fait du soutien auprès des membres, auprès des familles. Puis ce que je vois, c'est du harcèlement de certains de nos membres, de l'acharnement. Je vois des familles qui ont fait l'école maison depuis une douzaine d'années, qui se remettent en question, qui savent plus si ce qu'ils font, c'est correct ou non, qui n'arrêtent pas de se faire... demander plus de preuves, plus de documents, plus de choses à rendre et des familles qui vivent un stress très, très intense. Donc non, je pense pas que le paysage en ce moment au Québec est très reluisant pour l'éducation à domicile. Donc, ah oui, ça a vraiment changé. Est-ce qu'on peut quand même... j'aimerais revenir un peu là-dessus tout à l'heure, mais je voudrais quand même savoir si, pour ceux qui sont moins familiers avec ce concept-là, pour avoir un peu comme tu disais un peu tout à l'heure, des préjugés ou le taux, on peut savoir un peu le taux de réussite ou lorsque les enfants qui ont été éduqués à l'école vont souvent finir par aller à l'école par la suite, pour la plupart, lorsqu'ils intègrent une école, c'est quoi le retour que vous avez à la quête de ces enfants-là? Oui, c'est ça, parce que je peux parler de mon expérience personnelle, mais c'est très difficile de sortir des chiffres. On n'a pas d'études au Québec et on n'a pas d'études canadiennes sur la réussite des jeunes qui font l'éducation à domicile. Les chiffres qu'on a sont des États-Unis. Et puis là-dessus, je veux dire, les études sont assez claires. Là. Habituellement, ce qu'on voit, ce sont des jeunes qui s'intègrent parfaitement, sans aucune difficulté, dans leur milieu de vie, à l'université, à l'école où ils entrent ou sur le marché du travail. On voit aussi en termes scolaires que c'est des jeunes habituellement qui réussissent aussi bien, sinon mieux dans certaines matières, que les jeunes qui sont allés dans le système scolaire. Donc ça, c'est... mais encore une fois, ce sont des études américaines, OK? Parce que ça n'existe pas ici pour l'instant. Ce que moi je vois, ce que je constate, effectivement, très souvent, les familles qui faisaient l'éducation à domicile, là, on a des jeunes au primaire, puis là, souvent, quand on arrive au secondaire ou proche du secondaire, les enfants vont être envoyés à l'école. Donc, leur entrée au secondaire se fait assez facilement. Très souvent, ce qu'on peut constater, c'est que ce sont des jeunes qui sont souvent plus autonomes. Les jeunes qui ont fait l'éducation à domicile, qui prennent plus en charge leur éducation, qui sont plus indépendants, donc probablement que ça facilite un peu leur entrée au secondaire, parce qu'ils sont plus capables de s'organiser. Ils ont des difficultés, oui, mais qui ne sont pas liées à eux ou leur difficulté d'apprentissage ou la difficulté à passer les examens. C'est vraiment que le ministère leur met des bâtons dans les roues.
Parce que au niveau de la sanction des études, pour pouvoir avoir la note pour avoir la note de passage dans certaines matières, les matières pour lesquelles il y a un examen ministériel, eh bien, pour les jeunes qui font l'éducation à domicile, la note, c'est 100% de la note, c'est un examen. Alors que les jeunes dans le milieu scolaire, avant, leur examen valait pour 50% de la note. Fait qu'il y avait 50% de leur note qui pouvaient être des travaux pendant toute l'année. Mais ça, c'est pas accordé aux jeunes qui font l'éducation à domicile. Je veux dire, on s'entend que si c'était les parents qui leur donnaient une note, probablement que personne trouverait que c'est crédible, je comprends. Mais on parle pas de ça, là. On parle qu'ils vont obtenir une note avec des écoles privées, par exemple, ou directement avec leur centre de service scolaire. Ils pourraient leur donner une note de 50% pour des travaux qu'ils ont faits au cours de l'année. Mais ça, c'est refusé aux jeunes d'école maison. Donc, les jeunes d'école maison, ils réussissent souvent à être diplômés, malgré que eux, leur note vaut pour 100%. Puis, sérieusement, demandez à qui que ce soit qui est sur les bancs d'école aujourd'hui, écoute, ta note là, pour la fin de l'année, là, un examen, ça va valoir pour 100%, c'est bon, ça te va? Il n'y a personne qui accepterait ça, là. Mais pourtant, c'est ce qu'on fait subir aux jeunes qui font l'éducation à domicile. Ça allait être justement, ma prochaine question était plus basée sur si tu devais comme nommer un peu les plus grands défis pour des gens qui nous écoutent, qui voudraient se lancer ou qui sont en réflexion. Alors, les défis auxquels on est confronté, bon, tu nous en parles déjà un petit peu, mais aussi les avantages. Si tu devais en citer quelques-uns dans les deux volets, qu'est-ce que tu nommerais? Alors, les défis de faire l'école à la maison, en choisir quelques-uns, je pense que c'est vraiment les parents, au départ, je pense qu'ils se font pas confiance. Je pense que c'est vraiment de se lancer, de se faire confiance. Il y a comme vraiment beaucoup d'anxiété puis d'incertitude, mais je serai pas capable, je serai pas à la hauteur. Moi, j'ai eu des difficultés à l'école, je veux pas lui transmettre ça, ou je sais pas comment enseigner telle chose. Donc, je pense que il faut se faire confiance. Les études sont vraiment claires sur la réussite scolaire. C'est quoi la première raison pour laquelle un jeune va réussir? C'est pas le niveau scolaire de ses parents. Oui, ça a un impact, mais c'est pas ça le plus important. C'est pas combien ses parents gagnent. Oui, ça a un impact, c'est pas ça le plus important. Le plus important, là, le facteur numéro 1, c'est le soutien des parents. Donc, tout ce qu'on peut offrir, là, c'est d'être là, d'être présent, de soutenir. Si tu as la meilleure volonté du monde, ça va fonctionner. Il faut juste se faire confiance. Donc, je pense que ça, c'est vraiment un défi. Le deuxième qui est un peu lié, là, c'est vraiment de se déscolariser en tant que parent. Hein, parce que souvent, on a malheureusement on commence, on a toute la bonne volonté, puis là, on fait exactement comme à l'école chez nous. On comprend les mêmes cahiers, on fait la même chose, je suis en avant, je lecture en anglais, je donne une leçon, puis là, tout le monde écoute, parle pas en même temps. Donc là, je pense que c'est difficile, là, mais il faut sortir de ce modèle-là puis laisser plus de place à l'enfant parce que notre enfant, il a envie d'apprendre. Là. Puis nous autres, on est juste là pour soutenir ces occasions-là. Donc voilà, je pense que ça, c'est vraiment deux bons défis. Évidemment, le défi de la socialisation dont on entend souvent parler, il est inexistant pratiquement. À moins que c'est vrai là, que les régions éloignées, puis là, peut-être qu'en Gaspésie, c'est plus le cas effectivement, là, mais si on est dans un centre, un grand centre, un centre urbain, puis même des petites localités, là, il y en a plein de gens qui font l'école à la maison. Il y en a partout, il y a plein de réseaux qui existent. Les gens sont vraiment, puis en plus, c'est une communauté qui se soutient beaucoup. Alors, c'est pas difficile de trouver d'autres familles, d'autres gens qui font l'éducation à domicile. C'est sûr que là, si vous habitez dans un village où déjà il y a juste une cinquantaine, centaine d'habitants, bon, peut-être que vous êtes la seule famille qui fait l'éducation à domicile, ça se peut. Mais là, il faut se déplacer. Hein. Ça, c'est sûr, là, les familles d'éducation à domicile, on se déplace. On se déplace beaucoup, on va à la rencontre de d'autres. Puis la socialisation, ça se fait pas juste avec des enfants de notre âge. La socialisation, ça se fait avec des gens de tous les âges, de tous les niveaux, donc, ça se fait avec le boulanger qu'on rencontre, avec la dame de la bibliothèque, avec mon dentiste. La socialisation, elle existe partout. Donc, c'est pas un vrai défi, je pense. Défi. Et puis après ça, l'autre volet, c'était
Des avantages, un peu, ce qu'on peut y retrouver, ouais. Il y a tellement d'avantages à faire l'éducation à domicile. Moi, je pense que le respect d'un rythme de vie qui est beaucoup plus calme, qui est beaucoup plus, qui est beaucoup plus doux. Nous, on se réveille le matin habituellement chez moi, puis on voit les autobus de l'école, parce qu'on habite juste derrière une école. On les voit partir, qui viennent de déposer les enfants, puis nous, on se réveille le matin. Les enfants, ils n'en reviennent pas à chaque fois. On serait déjà rendu à l'école à cette heure-là. Donc, avoir le temps quand tu as besoin. Il y a des matins où on se lève on se lève pas très tard, mais c'est très tôt l'école. Donc, quand on a besoin des fois de prendre ce temps, juste respecter son rythme, respecter le temps. Il y a des jours où ça va super vite, on fait plein de choses, puis il y a des jours où c'est lent, puis on a besoin de prendre plus notre temps. Fait que je pense que c'est ça, là, se reconnecter là, avec soi, prendre son temps. Ça, c'est vraiment un gros avantage. Puis un avantage aussi pour le parent, là, de pas être dans une routine de go, les lunchs, le dodo, le course le matin, le travail. Effectivement, ça vient avec un choix de vie qui souvent, pas toujours, mais souvent, il y a un des deux parents qui va cesser de travailler pour être à temps plein avec les enfants en éducation à domicile. Parfois, il y a quand même, les gens sont très débrouillards, puis ils vont trouver d'autres manières de travailler à temps partiel, de gagner un peu d'argent, de trouver des moyens de se financer. Mais effectivement, il y a quand même un coût là, financier habituellement associé à l'éducation à domicile. Je pense aussi qu'évidemment, il y a tout le côté là, familial, on a juste une vie à vivre. Prendre le temps de voir nos enfants grandir, de participer à leur éducation, je pense que ça n'a pas de prix. Il y a beaucoup de familles qui vous diraient aussi de pouvoir enrichir l'éducation de leurs enfants. Pour avoir travaillé un peu dans le milieu scolaire, c'est quand même assez difficile parce que, surtout aujourd'hui avec les classes où tout le monde est intégré, souvent on vise le milieu. Hein? On a des enfants qui vont très vite, qui apprennent vraiment rapidement, puis eux, ils attendent beaucoup, ils font du remplissage de feuilles en attendant, que les derniers, ceux qui sont vraiment en retard, pour eux c'est difficile. Eux autres, tout le long, ils ont l'air de courir, puis toi, tu vises le milieu quand t'enseignes, puis fait que c'est très difficile de ce côté-là, je pense. Fait qu'être à l'école à la maison, tu te dis, bon, moi, ça correspond pas, j'ai envie de coller beaucoup plus aux besoins de mon enfant. Fait que quand il va très vite, je vais très vite avec lui. Quand il a de la difficulté, on passe plus de temps là-dessus. Vraiment de coller, dans le fond, aux besoins de son enfant, puis de pouvoir respecter son rythme aussi. Puis ça, c'est sans compter, là, pouvoir avoir un horaire exactement comme on le veut, justement. Là. Hein, on veut partir. Nous, on est allés en voyage au Mexique pendant quelques mois l'année dernière. C'était possible de le faire. Hein? J'ai pas besoin de... C'est pas difficile. Là. Ça fait partie de notre projet d'apprentissage. On part au Mexique. Dans quelques années, on va partir pendant 6 mois aussi à l'étranger. Donc, d'avoir cette liberté-là, dans le fond, de pouvoir voyager, partir, je pense que ça, c'est vraiment un gros avantage aussi de faire l'éducation à domicile. Pour terminer, parce que c'est un sujet on pourrait en parler encore longuement, mais on est un petit peu quand même limité dans le temps. Mais est-ce qu'on pourrait terminer avec une description un peu de ce que l'ACED offre comme service? Comment est-ce que vous supportez les gens à travers ces défis que tu as nommés aussi pour pouvoir accompagner leurs enfants ou même supporter les familles? L'ACED, c'est une base de bénévoles, dans le fond, c'est seulement des bénévoles. On a à peu près une quarantaine, cinquantaine de bénévoles. Je pense que notre service le plus important, là, c'est le service du soutien. Donc, les familles peuvent appeler à l'ACED, écrire à l'ACED, et puis, pour toutes leurs questions, on va leur offrir du soutien. Il y a une bénévole qui va les appeler, puis qui va voir avec eux, puis ça peut être tout genre de questions, hein. Je suis coincée, je pensais que Montessori, c'était la méthode pédagogique pour nous, j'étais inspirée, puis mon fils, ça fonctionne vraiment pas, il répond pas à ça. Qu'est-ce que je fais? Puis là, il y a une bénévole qui veut expérimenter, hein, c'est toutes nos bénévoles qui font du soutien, ça fait des années qu'ils font de l'éducation à domicile. Elle va lui proposer des pistes de solutions, elle va lui envoyer des liens pour écouter des vidéos, il y a vraiment plein de choses comme ça qu'on va faire. Puis on offre aussi tout le soutien aussi pour ce qui est de remplir nos obligations légales, hein, expliquer aux gens quelles sont les étapes, ce qu'ils doivent faire. Donc je pense que ça, c'est vraiment un gros morceau de ce qu'on offre.
On a délocalisé aussi cette offre-là. Donc, on a des représentantes régionales dans chaque région du Québec qui vont aussi offrir un soutien direct aux membres qui sont dans chacune des régions. L'AQED aussi met à la disposition de ses membres du matériel de manipulation mobile, c'est-à-dire qu'on a des boîtes, des coffres qu'on a acheté du matériel pour les membres qui sont souvent des jeux qui sont vraiment très dispendieux. Et donc, le fait de pouvoir les prêter comme ça à nos membres dans la région, ben, je pense que pour les familles, c'est vraiment avantageux. Par exemple, un modèle, je pense à notre kit d'anatomie, dans lequel on a un modèle humain, puis on peut enlever tous les organes à l'intérieur, tout ça, c'est quelque chose qui coûte des centaines de dollars, puis qui est prêté aux membres gratuitement. Donc, on a beaucoup de genres de matériel comme celui-là, autant des livres aussi, des corrigés, qu'on va prêter à nos membres gratuitement. On offre un réseau. C'est vraiment, là, c'est le gros avantage. Là, on a une communauté, un groupe Facebook, une communauté qui échange d'informations. Les gens sont vraiment là pour soutenir les autres familles. Moi, ça m'arrive souvent de dire appelle-moi, il n'y a pas de problème. Puis là, on va jaser une demi-heure avec quelqu'un, 1h30. On se rappelle tout ça. Donc, c'est vraiment ça, c'est une communauté qui vient soutenir les familles. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, Émilie, de nous avoir donné déjà de ton temps et nous a donné plus d'informations à ce sujet-là. Je trouve que c'est assez bien reflété. Moi, je suis assez vendu à ce système-là aussi. L'idée, c'est d'un peu d'éclaircir un peu pour ceux qui sont moins habitués. Puis on va prendre le temps aussi d'en parler avec la représentante de la région de la Gaspésie pour encore plus éplucher le sujet. En tout cas, je te remercie beaucoup pour ton temps. Et puis bonne continuité dans cette aventure-là aussi. Merci. À bientôt. Salut. À bientôt. Au revoir.